Cette semaine, il était prévu qu'on vous partage le 8e et dernier épisode du balado des proches aidants, des histoires qui résonnent. Eh bien, pour faire durer le plaisir et pour ne pas perdre une miette des 4 derniers échanges qui étaient si riches et si profonds, nous avons décidé de vous offrir 2 épisodes complets. Alors installez-vous et plongez avec moi dans cette première partie de l'épisode 8 en compagnie du comédien Jean-Sébastien Girard et d'une maman proche aidante, Annick Larose. Je veux pas que ma mère aille dans une résidence pour le moment. Je veux pas que ma mère vieillisse. Bon, je le disais, on est seuls, tous les deux, donc c'est toute ma famille. On a un lien fusionnel depuis que je suis tout petit, donc c'est un personnage central de ma vie. C'est la personne la plus importante de ma vie. Et la voir vieillir, c'est le drame de ma vie. Je trouve ça formidable qu'on puisse parler de la proche aidance, justement, en déficience intellectuelle, parce que je ne sous-estime pas du tout la proche aidance des personnes âgées, parce que je l'ai vécu avec mes propres parents, je les ai soutenus et tout ça, mais ça a une certaine durée dans le temps. Alors qu'en déficience intellectuelle, c'est un marathon. Ici Marina, bienvenue au balado des proches aidants. C'est toujours un plaisir de vous retrouver afin de pouvoir parler avec vous de la réalité des proches aidants avec des témoignages qui, je pense, nous éclairent, qui nous font du bien puis qui met en lumière la réalité des proches aidants. Depuis 2 saisons maintenant, vous le savez, on a abordé vraiment plusieurs sujets, plusieurs thématiques en lien avec la proche aidance. On a parlé d'hébergement, on a parlé de fin de vie, on a parlé de deuil. Il y a eu plusieurs personnalités. Ça, c'est vraiment un beau cadeau qui nous ont littéralement ouvert leur cœur et nous ont raconté leur expérience comme proches aidants. Il y a des spécialistes aussi qui parlent des services offerts et des services disponibles partout au Québec, parce qu'il y en a des services partout au Québec. Ça, c'est grâce à l'appui, l'organisme qui se dévoue à vous accompagner dans ce chapitre important de votre vie. La proche aidance, on s'en rend bien compte, c'est vraiment une nouvelle réalité qu'il faut apprivoiser. Ça peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire plusieurs années dans certains cas. Il faut savoir, je pense, s'entourer des bonnes personnes qui peuvent vraiment faire une grande différence. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller chercher de l'aide. Et cette semaine, on va parler de l'avenir de la proche aidance. Puis selon certaines personnes, d'ailleurs, on va parler avec un médecin, c'est vraiment intéressant. La proche aidance, c'est le futur de notre système de santé. Dans une société vieillissante, comment faire pour faire plus de place à la proche aidance? Je pense qu'il faut l'avoir, cette discussion-là sociétale. C'est une discussion de société qu'il faut avoir. Et justement, ceux qui vieillissent, entre autres, qu'est-ce qu'ils veulent? Puis vous allez être contents parce que la personne qu'on accueille au tout début de notre émission, de notre balado, pour répondre à cette question-là, elle a écrit carrément un livre, « La vieillesse selon une vraie vieille ». Ça dit tout. Elle soufflera ses 97 chandelles en mars prochain. C'est la seule et unique. Elle a même fait un sondage à ce sujet-là de la vieillesse. Jeannette Bertrand est avec nous aujourd'hui. Également Jean-Sébastien Girard, qui est animateur, qui, lui... Ça va être intéressant de parler avec lui parce que je me permets de dire que c'est comme un tabou pour lui. Il est le proche aidant de sa maman, mais c'est comme s'il ne veut pas entendre parler de ça. Fait que c'est vraiment généreux de sa part de venir partager cette vision-là que lui vit à tous les jours. On a le docteur Raja Atem aussi, qui est un chirurgien cardiaque, un gars vraiment intéressant, un gars d'une immense humanité. Vraiment, vous allez adorer l'entendre. Et Annick Larose, qui est proche aidante de sa fille Marie, qui, elle, a 26 ans. Alors, bienvenue au balado des proches aidants. Jean-Sébastien Girard est acteur, animateur, metteur en scène. Il est humoriste à ses heures, je dirais assez souvent. Il nous fait rire. Aujourd'hui, c'est le fils de Monique qui nous rend visite avec vraiment beaucoup de plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un grand plaisir. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Oui. Quand je parle de ma mère, évidemment, c'est toujours émotif. Ça me fait tout le temps plaisir de le faire. Alors, ça me fait plaisir d'être là. Oui, puis t'es proche de ta mère. D'ailleurs, les gens le savent. On t'a vu souvent avec elle, avec Monique, à la télé. Vous avez fait plein d'affaires ensemble. C'est un personnage dans mon univers. Puis à la soirée est encore jeune dans les émissions. C'est un personnage, ma mère. Comment elle va, Monique? Elle a 73 ans, ta mère. Oui, elle va très bien. Là, ça va se faire opérer pour les cataractes. Je viens d'avoir
ce qui est une opération un peu mineure, mais pour elle, c'est une grande hypochondriaque. Ça génère beaucoup d'anxiété. Donc là, je viens juste d'avoir un texto. « Oh non, j'ai mon rendez-vous. » Parce que là, t'es contente qu'il y ait du délestage, imaginez-vous, parce que ça ralentissait. Oui, fait que quand elle voyait qu'il y avait du délestage, elle disait « Bon, enfin, je serai pas obligée de plus tard. » Et là, donc, elle doit se faire opérer. Donc, voilà. Mais sinon, elle va très bien, comme tout le monde, comme tous les aînés. Elle a trouvé ça difficile, les différents confinements. Elle est tannée, elle a besoin de bouger. Le bowling recommence au moment où on enregistre. Là, il y a comme un retour. Le bowling revient. Elle est bien contente de retrouver ses amis, mais la santé va bien. Puis en même temps, elle est chanceuse parce que vous habitez très près l'un de l'autre. Vous êtes des voisins, là. On est des voisins. On a, en fait, moi, j'habite appartement 1, elle, c'est l'appartement 2. On est séparés par un mur mitoyen. Okay. Donc, et c'est des appartements de Rosemont qui sont très beaux, mais qui sont très mal insonorisés. Donc, je l'entends, je sais ce qu'elle fait. Quand elle éternue, je peux lui dire à tes souhaits à travers le miroir. Donc, on habite quasiment pas mal ensemble. Puis, là, ma mère est un petit peu sourde. Il faut qu'elle aille passer un audiogramme. Mais ça peut être pratique quand même avec le mur mitoyen. Oui, un peu de surdité. Un petit peu, oui, dans l'intimité, des fois, je me souviens, j'ai déjà eu quelqu'un à la maison. Oh mon Dieu, comment ça, ta mère s'en vient ici? J'ai dit non, elle s'en va chez elle. T'habites à côté de chez ta mère. Ta mère est là, juste là. Elle nous entend respirer. Mais des fois, c'est une grande chance, Jean-Sébastien, pour ta mère. Là. On parle du confinement, de la pandémie qui a tellement isolé tout le monde. Fait que vous autres, vous étiez comme confinés ensemble. On a créé une bulle. C'est un plus, exactement. Quand même. Là. Et on se disait souvent, mon Dieu, une chance que t'es pas dans des RPA, une chance que t'es pas. On aurait eu énormément de difficultés à pas se voir comme ça. J'ai eu beaucoup d'empathie, moi, pour les gens, évidemment, qui pouvaient pas voir les enfants. Et pour les enfants aussi, tu sais. Parce que, puis c'est intéressant parce que là, on parle de, bon, ma mère est chanceuse de m'avoir juste à côté, mais je suis chanceux aussi parce que moi, ça m'apporte, oui, certaines responsabilités, mais une certaine paix d'esprit. J'aime savoir que si elle a un besoin, ou si elle a, je suis là, tu sais. C'est pas nécessairement un besoin de santé ou un besoin de sécurité, c'est peut-être juste, elle a un problème avec son ordinateur, elle a une lettre que là, justement, elle reçoit du courrier, pas capable de s'inscrire sur un truc en ligne parce qu'avec ses cataractes, elle voit mal, elle regarde son billet de poule aux œufs d'or avec une loupe. Fait que, des fois, c'est des petites affaires comme ça. J'aime savoir que je suis à côté. Toi, est-ce que tu as des frères et sœurs? Non, ma mère... Non, c'est ça. Moi, je suis fils unique. Ma mère est fille unique. Donc, pas d'oncle, pas de tante, pas de cousin, pas de cousine, pas de neveu. Il n'y a rien. Il y a ma mère et moi. Une chance qu'on ça. Et une chance qu'on ça. On se le dit souvent. On est deux personnes de lien de sang. C'est tout ce que nous avons l'un et l'autre présentement. Puis ta mère, je dirais... Elle est tellement toute là, elle est ouverte, elle aime avoir du plaisir. Tu l'aurais jamais amenée à la télé si tu n'avais pas senti cette espèce de facilité. Fait que, en fait, c'est un grand plus. Moi, ce que je vais aborder avec toi, Jean-Sébastien, c'est que de plus en plus, puis quand on en parle, on se dit, ben non, c'est son proche aidant, là. Mais toi, tu vois pas ça comme ça. En fait, tu es le proche aidant de ta mère. Bon, ta mère n'est pas dans une chaise roulante, clouée dans un lit, mais tu es quand même son proche aidant. Mais toi, il y a comme... Est-ce que je peux me permettre de dire, c'est comme ta voix un peu? Oui. Ben, en fait, j'ai découvert récemment que j'étais un proche aidant. Parce que comment ça récemment? C'était quelque chose que tu connaissais pas? Parce qu'il y a un documentaire qui va sortir éventuellement, qui a été fait, un beau documentaire. Et on m'a appelé pour que je fasse la narration. Puis je fais comme, ben oui, volontiers. Et la personne qui s'occupait de ça me dit, toi, en tant qu'aidant naturel, ça serait le fun que ta voix soit associée à ça. Alors j'ai dit, je vous corrige, vous n'avez pas la bonne information, ça me ferait plaisir de faire la narration, c'est un sujet qui m'interpelle, mais je suis pas proche aidant, là. Pour moi, un proche aidant, c'était quelqu'un qui devait alimenter la personne, qui devait la laver, qui devait aller au dépanneur, trouver une gardienne. Pour moi, c'est comme... Mais il y a différents stades de proche aidant. Exactement. Donc, moi, je n'avais pas vu le spectre. Et puis, la dame en question me dit, mais qu'est-ce que tu fais concrètement au jour le jour? Comment tu fais ta semaine? Comment tu organises ton temps? Et je me suis rendu que oui, effectivement, il y a un spectre. Et qu'à la base du spectre, il y a de la proche aidance. Puis, effectivement, je suis dedans. Ça s'est comme installé sans que je m'en rende compte. Puis... Avec le recul, je fais effectivement. Écoute, je suis tellement contente que tu sois là parce que c'est exactement ça, la proche aidance. Avant, on disait aidant naturel. On peut plus dire ça parce que c'est pas naturel. On aime, oui, c'est naturel d'aimer nos enfants, nos parents, nos voisins, nos amis, mais tout ce que la proche aidance demande, comme savoir-faire, comme possibilité... non, on n'est pas des aidants naturels. Là. Je veux dire, c'est un changement de vie, puis il faut être équipé le plus possible. Mais je trouve ça intéressant. Dans quoi, donc, oui, tu me disais que tu vas l'aider à faire ses courses. Oui, son ordinateur, mais tu vas quand même faire d'autres affaires avec elle. Là. Oui. Puis, faire les courses. Oui, la pandémie a comme installé des trucs
que je ne peux plus vraiment retirer maintenant. C'est-à-dire qu'au début, avant, on faisait nos épiceries seuls, puis il n'y avait pas de problème. Quand la pandémie est arrivée, bien là, moi, je me suis occupé de faire des livraisons. Je ne voulais pas qu'on sorte. Je voulais pas. Avant les vaccins, je ne voulais pas qu'on aille à l'épicerie. Après, je dis, ben là, on va commencer à y aller ensemble, mais je voulais y aller avec elle pour surveiller que ma mère, elle met toujours son masque à l'envers, la bande métallique est en bas, c'est un peu tout croche. Fait que donc, je veux m'assurer qu'elle est bien protégée, que le masque est bien mis. Puis les premières fois, je m'assurais qu'il n'y ait personne trop proche d'elle, puis je me disais, prends d'autres rangées. Puis donc, je la surprotégeais beaucoup. Et après, quand il y a eu, on a eu un répit à un moment donné, pendant un été après les 2 vaccins. Et là, ma mère, elle me disait, c'est quel jour qu'on fait la commande? Ben, la commande, on dit faire la commande, faire l'épicerie. Oui, faire la commande. Fait que je fais comme, ben OK, c'est encore toujours le mardi. Et là... Mais toi, tu la faisais quand avant? Tu pourrais aller la faire là. Ben c'est ça, on la faisait pas. Moi, je faisais pas vraiment d'épicerie dans la vie. J'en faisais 5. Tu sais, des fois, j'arrêtais après le travail, m'achetais un truc. Mais faire l'épicerie, la liste, tout ça, je ne faisais pas. Puis là, je fais, ben j'ai pas envie de lui dire. On dirait plus comme un rituel qu'on a développé ensemble. Puis pendant la pandémie, ben, elle a quand même vieilli un peu. Puis c'est quand même agréable. C'est quand même agréable, tout ça. Fait que ça, je fais comme, bon, mais ça, c'est installé maintenant. Mais l'épicerie, c'est maintenant quelque chose que je fais avec ma mère. Tu sais, c'est des détails que je remarque. Ma mère a rapetissé comme tous les aînés. Évidemment, elle a rapetissé, évidemment. Ouais. Puis la voiture qu'elle a, ça fait 5 ans qu'elle a cette voiture-là. Et là, maintenant, elle est en forme, maman, mais elle n'est plus capable de fermer la valise parce qu'elle est rendue trop petite. Il y a comme un petit jeu. Puis elle fait comme, je suis pas capable de fermer ma... Elle dit, pourtant, j'étais capable avant. Effectivement, c'est pas de... Elle est rendue plus petite, donc elle a de la difficulté. Fait que je fais comme maintenant, je sors les sacs d'épicerie. Ma mère, elle achète... elle aime bien... Elle s'achète des caisses de liqueur. Elle aime boire du Pepsi Diète. Fait que c'est lourd, ça. Fait que maintenant, je suis comme, ben oui, il faut que je sois là. Il faut que je t'apporte ça. Je vais le porter jusqu'à ton comptoir. Donc, c'est des petits détails qui, effectivement, qui n'étaient pas là il y a 3 ans. Puis la pandémie a installé certaines insécurités, certains rituels que là, maintenant, je me vois pas éliminer maintenant ou revenir en arrière parce que pendant ce temps-là, ma mère a vieilli. Puis c'est des petites certitudes ou des petits appuis qu'elle a gagnés qui, je pense, lui sont salutaires. C'est drôle parce que, et dans la recherche, puis même tantôt, avant qu'on s'installe, ta mère, elle, va aborder sa vieillesse, son vieillissement. Son vieillissement, la mort, elle aborde tout ça de manière assez frontale. Parce qu'elle aborde même le fait d'aller dans une résidence, éventuellement. Oui. Ça, c'est le drame. Je veux pas que ma mère aille dans une résidence pour le moment. Parce que je veux pas que ma mère vieillisse. Bon, je le disais, on est seuls tous les 2, donc c'est toute ma famille. On a un lien fusionnel depuis que je suis tout petit, donc c'est un personnage central de ma vie. C'est la personne la plus importante de ma vie. Et la voir vieillir, c'est le drame de ma vie. T'sais. Et là, je suis très chanceux, être en santé. Y a pas... C'est juste de la vieillesse normale. Je l'accompagne dans aucune... Elle n'a aucune grande maladie, tout ça. Bon, les cataractes, des affaires comme ça. Bon, la plupart des vieux passent par là. Mais je suis, d'une part, obsédé par sa finalité, obsédé aussi par quand elle commence à oublier ou qu'elle a un petit détail ou qu'elle oublie un nom. Là, je viens fou. Puis là, je passe des tests d'Alzheimer compulsivement, là. L'autre, je me souviens, là, je t'apprends vendredi soir, non, tu t'en vas pas nulle part. À soir, on prend une bière. J'ai fait des tests, là. On fait des tests. On s'en va... je me souviens, on s'en allait dans le Nord cet été, puis elle me dit, on est le 13 septembre, c'est l'anniversaire de mort de ma mère. Je fais comme, ben non, c'est le 15 août. Ça a toujours été le 15 août. Elle dit, oui, je me mélange avec la date de mon père. Là, j'ai dit, ça y est, je suis en train de la perdre. C'est l'Alzheimer. Je fais comme, qui est le premier ministre du Canada, la chancelière allemande. Là, pendant une demi-heure, OK, je pense que j'ai assez répondu à des questions. Donc, les signes de vieillesse m'angoissent un peu parce que je ne veux pas la voir vieillir. Et quand elle nomme qu'elle est vieille, je suis comme, mais non, t'es pas vieille aujourd'hui, 73 ans. Donc, je refuse, c'est un peu bizarre, je refuse un peu à ma mère la légitimité d'être vieille parce que je minimise un peu. Mais en même temps, tu te rends compte que tu l'aides pas. Je l'aide-tu ou je l'aide pas? En fait, de toute façon, elle l'accepte. Fait que ça ne change rien dans sa vie. Oui. Mais la résidence, d'une part, c'est l'image de... généralement, c'est la dernière place. C'est la... Je sais pas. Puis, tu sais, ma mère, elle a l'âge d'être dans une résidence. Puis, il y a des gens qui sont en résidence plus jeunes. Mais Est-ce que dans ta réflexion, dans votre réflexion, est-ce que tu serais capable ou est-ce que tu irais jusqu'à amener ta mère vivre avec toi? Jusqu'à la fin de sa vie? J'ai l'impression que oui. Évidemment, il y a comme une part de déni. Évidemment, dans ma réflexion, si je refuse d'accepter les signes de vieillissement, mais j'imagine difficilement ma vie avec ma mère en institution ou loin de moi parce que tout ce qu'on a vécu, parce que cette proximité-là, j'ai de la difficulté à imaginer. Puis, tu sais, je lis des trucs, je vois des documentaires, puis on parle beaucoup de l'espace, on est à la maison, mais on sait que la personne est là, on ne sait pas comment elle est traitée, on ne sait pas. Ça, j'aurais énormément de difficultés. Après, c'est difficile de projeter, bien sûr. Il n'y a que les proches aidants qui sont vraiment
rendus à différents stades qui peuvent savoir. C'est quand tu arrives là que tu connais ton degré de patience, que tu connais... Bon, Parce que là, est-ce que toi, tu es en couple? Non, pas du tout. Donc, tu sais, il y a aussi tout le volet que tu es disponible à ça, mais est-ce que... Puis j'ai l'impression, déjà, en t'écoutant parlant, même si tu avais quelqu'un dans ta vie, ça ne changera pas ta façon de penser, puis ta mère, elle va être là, puis ça vient avec. C'est ça. Hein? C'est ça. Puis là, des fois, ma mère, elle fait comment ça se fait? Là, tu devrais trouver quelqu'un, faire ta vie, puis je fais comme, ben non, En tout cas, ça ne donne pas. Ça donne pas. Un, ça donne pas. Ben puis deux, je me vois pas. Puis mère, des fois, elle me dit, tu sais, parce que bon, c'est des petits appartements qu'on a, puis elle fait comme, tu sais, tu gagnes bien ta vie, tu pourrais t'acheter autre chose, tu pourrais... Là, je suis comme, ben non, il est trop tard, là, tu sais. Parce que quand on a aménagé ensemble, c'était pas vraiment dans cette... Parce que, je sais pas, ça fait 13-14 ans. C'est un hasard. On a trouvé cet appartement-là, puis ça fait 13-14 ans. Donc, disons que ma mère avait 58 ans, mais il y a une immense différence entre 58 et 73. Donc, quand on a décidé d'habiter ensemble, on s'est dit, bon, ben ça peut être sympathique, une grande cour, on est souvent ensemble, tout ça, donc ça peut être intéressant, mais ça sera 2-3 ans. Et là, finalement, d'une année à l'autre, on s'est dit, bon, on est bien, effectivement, j'aime où on habite, on a une cour, tout ça. Et là, effectivement, ben, c'est ce dont on parle. Tranquillement, je me suis rendu compte, donc, de cette aventure-là de personne où ma mère était enseignante. Elle enseignait encore à 58 ans, elle faisait des remplacements, elle était sur le marché du travail. Là, je suis comme, tranquillement, ça s'est installé sans que je le sache. Et que là, je suis pas juste le voisin, que c'est pratique, mais je suis le voisin qui a besoin de... Tu sais, maintenant... Quand je vais à quelque part, elle le sait que je suis pas là. Elle me dit quand tu n'es pas là. Donc, c'est un peu comme si on vivait ensemble. Présentement, si vous l'appelez, elle sait que je suis avec toi. Elle sait que je suis en train de faire ça. Puis elle sait que je vais revenir. Il est Monique, vous le savez de toute façon. Elle le sait. Puis quand on se voit le soir, elle fait comme, c'est quoi ton horaire demain? Tout le temps comme... Je fais comme, pourquoi? Elle fait comme, curiosité. Mais tu sais, je sais qu'il y a comme juste... de savoir quand elle se lève, est-ce que je suis là, j'aurais fait des tourtières, puis je me dis, on pourrait faire ensemble. Puis j'aurais des affaires à l'acheter. Puis je veux revenir, Jean-Sébastien, parce que je l'ai vu, moi, ton documentaire où tu fais la narration qui s'intitule « A-t-on abandonné nos proches aidants? » Produit par N12 Productions, que je connais, qui va être à la télé, on pense peut-être cet automne, mais je vous le dis tout de suite, on n'a pas de détails précis, mais on va mettre tout ça sur le site de l'appui.org, parce que c'est vraiment à voir. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Hein? Ouais. C'est très touchant, c'est très réaliste, ça ouvre vraiment la discussion à notre rapport de la proche aidance. Ouais. En gros, là, c'est un documentaire donc, qui suit quelques familles. Ouais. Et il y a une femme, là, je vais dire une femme, il y a un homme, tout ça, mais il y a une femme, elle, c'est sa mère. Elle, un peu comme toi, j'ai jamais pensé être une proche aidante. Non. Ça a été un choc. Ça a été toute la période d'acceptation, l'apprentissage aussi. Puis elle, son syndrome, c'est la peur de jamais en faire assez. Ouais. Il y a une autre dame, une Haïtienne, ça c'est vraiment intéressant, qui dit, nous, chez les Haïtiens, c'est clair que nos parents vont pas dans des CHSLD. Culturellement, ça se fait pas. Ça se fait pas, c'est pas dans la culture. Sauf que j'ai tellement de rôles maintenant. Je suis une femme, je suis une mère, je suis une travailleuse, je suis une épouse, donc une conjointe. Je suis une fille, la fille de ma mère, puis je suis une aidante. Et elle a tout le côté quand même que... Et je suis haïtienne. Et nous, chez nous, on ne demande pas de l'aide. Ouais. Elle fait qu'elle, c'est un combat intérieur. Bref, il y a vraiment là, toutes sortes d'histoires tellement, mais tellement touchantes. Il y a des spécialistes qui viennent parler. Et je suis tombée à terre. C'est là que j'ai découvert et que j'ai compris que si les gouvernements avaient à prendre en charge ces aidés-là... Combien ça coûterait, hein? Entre 4 et 10 milliards annuellement au gouvernement. Ouais. Donc, on fait sauver là, les proches aidants en étant là. Entre 4 et 10 milliards de dollars annuellement à nos gouvernements en étant Ils ont là. de la difficulté à aller chercher des sous pour ces gens-là, alors qu'il faut économiser tellement la société Vraiment. qui leur donne des soins beaucoup plus personnalisés, plus humains, parce que c'est des personnes qu'on connaît et tout. Puis dans le documentaire, les réalisateurs, ils vont à l'extérieur, ils vont à Bruxelles, ils vont voir d'autres modèles aussi à travers le monde. Il y a des modèles où ces gens-là sont rémunérés, ont des primes, ont des congés, comme un congé parental pour installer. Je veux dire, tu as un bébé, on s'arrête parce qu'on a besoin de temps, il y a de l'adaptation et tout ça, mais quand on prend en charge un parent parce qu'il y en a que c'est subi, bon, il y a un enfant là-dedans dont la mère a eu un AVC, donc ça a été subi et la vie a complètement changé.
évidemment, après, comment tu continues à faire le travail? Comment on parle beaucoup de conciliation travail-famille, mais il faut parler de l'adaptation aussi. Donc, les gens doivent évidemment continuer à aller travailler et ça vient généralement avec une chute de productivité, Ben, de une faillite, chute de bien temps, souvent. des faillites. Il y a Carrément. un coût là-dedans. Si t'es obligé d'arrêter de travailler, si t'es obligé de... Qu'est-ce que tu fais? C'est une espèce de cercle vicieux. Parce que tu perds l'emploi, tu n'as plus d'argent, tu as moins aussi l'espace mental, t'as pas de... Ça devient extrêmement exigeant. Tes parents, parce que, tu sais, la prochaine danse, Ouais, on aime ouais. ça le répéter au balado, mais c'est pas juste prendre soin de sa mère vieillissante ou de son conjoint vieillissant. La prochaine danse, c'est vaste. C'est Ouais. mon enfant est handicapé, mon enfant est né paraplégique, Ouais. ma sœur, elle est cardiaque, paralysée. Ouais. Mon C'est- mari, dans un couple, c'est Tout ça à aussi fait, beaucoup. là. Puis, C'est à tous les âges qu'on devient et des la proches patience, aidants. moi, il y a un couple, un vieux monsieur, une vieille dame qui vivent ensemble, puis elle fait juste lui faire prendre un jus d'orange avec une cuillère à table de B12 Oui. dans le documentaire. Et Es-tu touchante, cette madame-là? elle est extrêmement touchante. Et juste dans cette courte scène, j'ai vu toute la patience que ça requiert parce qu'elle dit, tu dois le faire toi-même. Fait que là, il sait pas comment prendre une cuillère, il sait pas de quel bord mettre Puis il la brasse. cuillère. Puis là, il Pendant brasse le 10 jus minutes, d'orange, il ça, arrête pas. tape ses nerfs, elle, Ouais. puis il continue à brasser son jus, Puis il fait puis il comme regarde, arrête, puis il est comme il est pas brassé, conscient. Puis... il est correct. Puis là, il arrache le jus d'orange. Puis là, il commence à tourner, puis ça finit. Puis tu fais comme ça. Moi, j'ai assisté à cette scène-là pendant 1 minute dans le documentaire. Elle sait sa vie. Puis malgré ça, elle dit non, je suis pas prêt, je suis encore capable de le faire. Mais elle dit que c'est difficile. Mais Elle dit oui. que ça va chercher en elle toute son indulgence, sa compassion, son humanité, ouais. sa bienveillance, puis qu'elle n'est pas toujours apte à tous les jours. Puis Ben ça, c'est non. la réalité des proches aidants. Puis les gens le nomment là-dedans. Il y a bon. un Européen qui dit parfois, je vois des annonces de maltraitance des personnes Oui. âgées. Le monsieur Ouais. français, Le monsieur français qui a une quarantaine d'années, Oui. puis fait moi, je suis un vieux garçon, tout ça. Puis il dit parfois, je me rends compte que je suis de ce côté-là, parce que des fois, je perds patience, des fois. Fait que des fois, je suis comme un héros. Je suis le proche aidant formidable qui a fait de l'abnégation de sa vie. Et le bourreau. Mais le lendemain, je suis le bourreau. Je suis celui qui perd pédale, qui perd patience, puis qui est bête avec elle. Fait que, tu sais, c'est pas juste, c'est ça. Il fait comme Ange et démon, ça se peut en même temps. Tout est pas juste angélique. Je suis quelqu'un Et d'extraordinaire. ça puis, fait du bien. Ça nous oui. touche, ça nous rentre dedans, mais ça nous fait tellement de bien. Puis qu'on soit un proche aidant ou pas, on dirait que ça nous touche dans tout ce qu'un humain toutes peut les être. sphères. Ben oui, On on va n'est être de pas même des juste fois avec quelqu'un. notre Ben conjoint, oui. avec notre enfant qui nous tape ses nerfs, ça fait 12 fois qu'il nous le demande. Ben Puis oui. aujourd'hui, on a eu une grosse journée, puis on est à bout. Juste dans la vie, en général, on peut être comme ça. Ben, mais là, on moi, je suis parle avec en ma mère plus. cette semaine, on écoute District 31. Je pense qu'elle m'a demandé de réexpliquer 4 intrigues. Ça fait comme, mais lui, c'était qui? Puis là, je me suis impatienté. Puis là, je suis comme, ben, tu sais, je pourrais peut-être écouter des affaires moins compliquées, là, si t'es plus capable de suivre ça. Tu sais, puis elle fait comme, elle dit, mon Dieu, que je te tape ses nerfs. Je suis comme, oh non, mais pas du tout. Puis là, je suis comme, Mais oui, là, me mais suis- je ben sais oui, pas comment c'est- te le dire. Tu sais, comme, écoute des petits bonhommes, là, si District 31, c'est trop Ouais, compliqué. mais Tu sais, tu je suis, veux ben pas non, dire voyons. ça. Ben non. Mais non. Mais non. Puis après ça, j'ai fait comme, ah là, je suis pas fin. Puis là, tu sais, moi, je fais comme, mon Dieu, mais quand elle va mourir, je vais penser à la fois où j'étais Ben bête pendant oui, qu'elle j'ai pas écoutait été District correct. 31. Ben J'aurais non. pu. Mais Tu sais, tu sais. puis l'idée que la chose que je me dis tout le temps, quand je viens pour perdre patience, quand elle me demande un truc, ou puis ça me tente pas de le faire, je me dis tout le temps, et si elle était morte présentement, combien je donnerais pour pouvoir aller monter ses bouteilles de coke sur son comptoir? Combien je donnerais pour y expliquer l'intrigue de District 31? Probablement que quand ça va arriver, je vais me dire des choses comme Ouais. ça. Fait que Mais veux-tu que je te dise une chose? Oui. Moi, j'ai été la proche aidante de ma mère pendant 4 ans et demi. Oui. Ma mère est décédée maintenant, ça va faire 9 ans. Ma mère avait 75 ans quand elle est décédée. Ça a été vraiment un 4 ans et demi là, assez intense. Des fois, tu regardes ça et tu fais comment j'ai fait pour faire tout ça. Ouais. Puis moi, j'avais l'aide de mes tantes. Tout ça pour dire que souvent, quand je pense à ma mère, j'ai toujours encore beaucoup de peine parce Ouais. qu'on était tellement proches. Ouais. Mais je suis aussi capable de dire je m'ennuie de ma mère, mais je m'ennuie pas de ma mère malade. Ah, c'est vrai? Non. Ouais. Parce que pour elle, d'abord, ça a Ouais. été un choc, puis ça a été tellement épouvantable, tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a passé à travers. Ouais. Puis je me dis, puis nous, on l'a vécu avec elle, à côté d'elle. là. Tu sais, c'est important de voir aussi les familles, hein. Tu sais, toi, là, c'est quand même ta réalité. Oui, Ouais. elle est jeune encore, elle n'est pas vraiment... Oui, mais quand bon, même, ouais. ça fait appel à tout ce qu'on est et à tout ce qu'on n'est pas. Ouais, ouais. Ça nous met tellement en face à notre propre humanité, Mhm. notre propre compassion, notre propre bienveillance. Nos failles, nos limites. forces, tout ce Oui. qu'on est, C'est vraiment ça, représenté c'est dans tout cette ça. relation-là. Jean-Sébastien, merci. Je suis Ça tellement m'a fait contente. grand plaisir. Je pense que c'était un des premiers là, dans notre balado, 2e saison, qui est venu parler justement de non, moi, je veux pas que ma mère elle vieillisse, puis non, elle n'est pas vieille, puis non, elle s'ennuie
s'en ira pas dans un... Ouais. Parce qu'il y en a plein de gens comme ça qui pensent comme toi, puis j'ai trouvé ça bien, bien généreux. Ouais, elle n'a pas d'affaire à me faire ça. Non, c'est ça. Elle m'a mis au monde, qu'elle continue à s'occuper de moi comme si j'étais un gamin. Puis elle est là. Renversée. On appelle ça de la psychologie renversée. Merci, Jean-Sébastien. Merci beaucoup, Marina. Gérard. Merci. Annick Larose est la maman de sa fille de 26 ans. Elle s'appelle Marie. Marie est porteuse d'une trisomie 21. Et en plus, à l'âge de 2 mois, elle a eu une leucémie. Bienvenue à notre balado, Annick. Bonjour. Merci d'être là. Merci. Vraiment. Vous avez aussi 2 autres enfants. J'avais noté Jean-Pascal et Mathilde. Tout à fait. Donc, Marie, c'est l'aînée. Oui, c'est l'aîné. Bon. Effectivement. Évidemment, juste tout de suite, là, on se dit 3 enfants, dont une qui a des besoins particuliers. Ça veut dire que vous avez eu de la broue dans le toupette toute votre vie, vous? Pas mal, oui, c'est pas mal ça, mais ça ressemble pas mal à ma personnalité, donc ça Aussi. me convenait un peu à quelque part. Bon, c'est sûr que Marie est arrivée dans ma vie le jour de mes 29 ans, donc c'était pas prévu du tout que j'ai un enfant trisomique, donc je l'ai su 1 heure après la naissance. C'est sûr que ça a été un choc pour moi, ça a été mon World Trade Center à moi. Oui. C'est bon comme image, là. Oui, il y a eu un avant et un après. Et c'est sûr que Marie est venue toute écheveler là, les idées que j'avais. Bon, je viens d'une famille où les diplômes universitaires, c'était très important. Papa médecin, ma sœur avocate, beaucoup étudié. Mon conjoint aussi a beaucoup étudié. Donc, c'était une valeur très importante. Et avoir un enfant avec une déficience intellectuelle, c'est venu brasser beaucoup de valeurs. Mais comme je me plais souvent à dire, Marie aura été pour moi un maître beaucoup plus important que tous les professeurs d'université que j'aurais eu dans ma vie. Elle m'a appris beaucoup de choses. Moi, ça me fascine quand les gens disent ça. C'est sûr que c'est votre fille, vous êtes sa mère, mais je trouve ça, j'ai des frissons jusque dans la tête de dire que à travers cette réalité-là de votre vie, ce que vous dites aussi, c'est que ça a été la chose la plus extraordinaire aussi dans ma vie. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'avec elle, j'ai appris à être mère. J'ai appris à être une mère inquiète parce que, comme vous avez mentionné, c'est à 2 ans qu'elle a eu une leucémie, Marie. C'est sûr que ça, pour moi, la leucémie a été encore plus difficile que la trisomie parce que j'ai eu peur de la perdre. Mais moi, aussi longtemps que je me rappelle, j'ai toujours voulu être mère. C'est un désir que j'avais vraiment profondément. Et quand elle est née, je me suis dit, comment ça se fait que moi, qui fais toujours tout parfait, qui a toujours tout lui réussi, comment se fait-il que je ne suis pas capable de faire un enfant avec le même nombre de chromosomes que tout le monde? Alors, ça a été t'es obligé d'être humble par rapport à ça. Mais quand vous dites que ça a été un choc, puis je me permets de vous le dire, vous avez le droit de ne pas répondre, mais ça a été quoi votre réaction? Est-ce que vous vous êtes écroulé en pleurs? Ah oui. Est-ce que ça a été des semaines de ça se peut pas? Bien, je vais vous le dire. Moi, je l'ai appris 1 heure après la naissance. Le pédiatre est venu. On a appelé le pédiatre de garde. Ils sont venus. Moi, mon père était pathologiste et était un des fondateurs de la Cité de la santé. Donc, mon père était très connu à l'hôpital où j'ai accouché. Donc, on ne voulait pas... Le médecin, quand Marie est née, s'en est rendu compte un peu là, avec le faciès. Les trisomiques ont des traits un peu distinctifs. Mais c'était un gros bébé. Elle avait un bon tonus, ainsi de suite. En santé, là? Oui, tout à fait. Et ils m'ont dit, bon, ben, on va l'amener parce que, bon, finalement, ils voulaient aller l'examiner. Et quand ils sont revenus 1 heure après, ils avaient eu le temps d'appeler le pédiatre pour confirmer, pour pas que ça soit juste parce qu'ils s'imaginent que. Mais en tout cas, on avait une bonne idée. Il est arrivé, il nous a donné, il nous a dit, bon, ben Annick, on a bien l'impression que ta fille elle a une trisomie. Donc, et c'est sûr que là, c'est le monde qui s'écroule. Ça a été très difficile de voir mon père aussi écrouler. La famille écroulée. Oui. Mon père était présent lors de l'accouchement. Il était là, puis il l'a vu. Lui, il est parti très rapidement, mais il l'a vu, lui aussi. Puis ça a été un choc dans la famille. C'est comme un double choc en plus pour toi, là. Oui, c'est une bombe. C'est le soir où il y a eu la bombe, là, vous savez, dans une garderie, là, il y a, en 1995, c'était ce soir-là. En tout cas, pour nous, il y a eu une bombe
à la Cité de la Santé. Puis pour moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais assez rapidement, le pédiatre était extraordinaire, le docteur Simard, puis il m'a dit « Annick, tu as tout ce qu'il faut pour... puis tu vas voir que ça va être un bébé que tu vas beaucoup aimer. » Puis il dit « Il y a des parents qui se demandent comment ils vont faire pour avoir un autre enfant après avoir eu cet enfant-là, tellement qu'ils sont fusionnels. » Il dit, bon. Et moi, tout de suite, j'ai voulu voir Marie. Et moi, ma préoccupation, au-delà de tout, c'était est-ce que je vais pouvoir l'allaiter? Alors, ça a été vraiment ça, mais tout de suite, j'ai pu la mettre au sein. Et elle m'a regardée. Quand je l'ai eue dans les bras, elle m'a regardée. Excusez, je vais être émue. Et elle m'a dit « Aime-moi comme je suis ». C'est ça que j'ai senti. Et ça a l'air ésotérique, là, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et il y a eu un attachement inconditionnel. Bien, comme j'ai eu à mes 2 autres enfants, mais là, j'apprenais ce lien-là, qui est tellement extraordinaire. Vous êtes mère, vous aussi. Ah, oui, vous savez que c'est quelque chose qui ma mère, elle disait toujours, c'est plus fort que la police. Ah, mais Puis il y a juste un endroit dans la vie où l'amour inconditionnel existe, c'est par rapport à nos enfants. C'est ça. C'est la seule place. Bien, vraiment. Oui, puis j'ai voulu tout de suite comme un sentiment de protection. Maman me disait toujours, t'es comme une louve. Tu veux la protéger. Et puis, je lui ai dit à Marie, je ne sais pas pourquoi tu es là, mais je vais essayer d'être à la hauteur. Donc, c'est elle qui m'a choisie. C'est ma façon un peu de... Parce qu'on se pose plein de questions. Hein. Comment se fait-il? Bon, j'avais 29 ans. Elle est née le jour de mes 29 ans. On a la même date d'anniversaire, elle et moi. C'est pas comme à 35 ans où on se dit qu'il faut passer des amyosynthèses parce que là, c'est moi qui pleure. Là. C'est ça. C'est plus risqué. Vous aviez 29 ans. C'est justement... Puis bon... et là, à un moment donné, on arrête de se la poser, la question. Ouais. Parce que je me dis, je ne l'aurai jamais, cette réponse-là. Mais j'ai Marie, puis je suis contente de l'avoir. Je ne sais pas trop, à ce moment-là, ça va être quoi l'avenir? Je ne la connais pas. Bon, quand elle est tombée malade, ça, j'ai trouvé ça extrêmement difficile parce que ça a été 6 mois de Sainte-Justine, les traitements leucémie, de chimio. là, oui. Ah, ça a été vraiment difficile. Petite, 2 ans. Ah, oui. Puis, mon Dieu, elle a commencé à se développer. Puis là, moi, j'avais peur. Je me disais, est-ce que ça va jouer sur son développement? Elle a commencé à marcher, ainsi de suite. Elle a été formidable. C'était une... Elle me consolait, me mettait la main sur la joue quand elle voyait que je pleurais. Bel amour. C'est comme... comment je peux dire? C'est sûr qu'elle a des difficultés au niveau de la compréhension, sauf qu'au niveau du cœur, elle n'a pas. Au contraire, c'est une surdouée de ça. Elle me sent tellement... Mais ces enfants-là ont ça. Oui, ils disent que c'est les enfants du bon Dieu, hein? Oui. Mais ils ont ça, ces enfants-là, qui ont une trisomie, là. Ils aiment tellement et inconditionnellement, puis ils accueillent tellement. J'en ai eu quelques-uns autour de moi dans ma vie. C'est unique. Oui, puis c'est sûr que j'aime pas toujours les mettre dans le même moule, hein, parce que c'est sûr que des fois, elle n'a pas de bonne humeur. Ah non, elle a son caractère. Elle a son caractère. Oui, c'est sûr. Mais elle a toujours été dans l'instant présent, puis on se sent beaucoup. On est un peu symbiotique. Là, j'essaie de travailler ça un peu parce qu'elle vieillit. Mais encore aujourd'hui, elle a cette capacité-là de me détecter, de voir comment je vais. Puis elle passe à côté de moi, puis elle me passe la main dans le dos. Courage, maman. Courage. Courage, maman. Courage. Parlons-en, justement. Vous dites que jusqu'à l'âge de 21 ans, vous étiez la maman de Marie. Puis après ça, ça a changé. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui a changé, Annick? Bien, c'est que l'école finit. J'ai pu travailler, j'ai pu avoir d'autres enfants. On avait une vie de famille qui ressemblait, moi, je trouvais beaucoup quand même. Bon, c'est sûr, avec des besoins peut-être un peu plus spécifiques, des suivis en orthophonie, bon, peut-être aussi la crainte de la maladie. Bon, c'est sûr qu'il y a des choses qui n'étaient pas comme tous les parents vivaient, mais Marie, elle a été intégrée à la garderie, elle a été intégrée à l'école de quartier. On a toujours été très, très engagés on croit beaucoup à la participation sociale.
social, puis que Marie puisse être partout. Ça, c'était là, ça, vous l'aviez, ça existait. Donc, l'aide, si on veut, ou l'accompagnement, ou pour que Marie se développe, qu'elle soit heureuse. On a forcé des portes. Oui, on ça, a j'en forcé doute pas. beaucoup de portes. Donc, jusqu'à 21 ans, vous avez forcé des portes, mais vous avez réussi à les ouvrir. Mais après ça a changé. Mais là, après ça, il n'y a plus d'école. Les possibles se rétrécissent comme peau de chagrin. Nous, on croyait encore à la possibilité qu'elle puisse continuer à se développer. Ben oui. Parce qu'on considère, moi, à 21 ans, je n'avais pas fini de me développer, mais on dirait que le système, la façon qu'il est organisé, c'est qu'on considère qu'une fois que 21 ans, l'école, ben là, il n'y a pas beaucoup de possibilités de développement. Il n'y a pas de ressources. Ben, y a pas c'est vraiment... compliqué. Non. C'est un adulte, puis... Puis en déficience intellectuelle, puis je sais pas pour rien, je me suis impliquée pendant tant d'années pour défendre les droits de ces personnes-là. Vous avez été directrice, là. Vous avez travaillé 12 ans à la Société québécoise à déficience intellectuelle. Dont 6 comme directrice générale. Oui, tout à fait. Et donc, de prendre la parole et de dénoncer qu'en déficience intellectuelle, il y a tellement peu de services et ça s'est érodé au fil des années. Beaucoup, là, depuis 2015, avec toute la réforme qu'on a connue du réseau de la santé. Puis c'est sûr que la pandémie, là, c'est vraiment un révélateur des maillons faibles. On l'a vu avec les personnes âgées, mais c'est très vrai avec les personnes handicapées aussi. Mais parlons-en de la pandémie, parce que je pense que vous avez vécu, il y a eu le décès des grands-parents. Oui, bien ça, c'est arrivé juste un peu avant. Mon père et ma mère sont décédés en février et en mars 2019. À 28 jours d'écart, j'ai perdu mes 2 parents. C'est sûr que ça a été très difficile pour toute la famille. Et Marie, elle a beaucoup réagi à la perte ses grands-parents. Puis du fait qu'elle me voyait aussi. Je vous rappelle, on est symbiotiques. Oui. Et juste avant la pandémie, on voyait que, elle avait des occupations. On avait réussi à trouver des occupations 5 jours semaine pour me permettre d'aller travailler. À cette époque-là, j'allais Puis son Québec évolution à elle, son évolution à elle, c'est nécessaire. Tout à fait. Et on voyait que ça forçait le transport adapté, venait la chercher à 7 heures le matin. C'était difficile. Le 5 jours, go, dépêche-toi, maman, il faut qu'elle prenne son autobus pour aller à Québec. Je la poussais beaucoup parce que, j'avais un poste de direction. J'avais mes stress, moi aussi, mes impératifs. Puis c'est pas parce qu'on travaille dans un milieu en déficience intellectuelle que les gens comprennent nécessairement qu'on est un proche aidant nous-mêmes. Hein? Ben non, donc, je l'ai vécu, sûr, ça aussi. Oui. Là. Donc, j'essayais de mettre, ma fille de l'avant pour montrer un peu des exemples, sauf qu'en même temps, dans ma vie, tous les jours, il fallait que je m'organise pour pas que ça paraisse trop. Là. Mais ça a été une période où Marie, semble-t-il, a vraiment régressé. Là. Ben, la pandémie, les grands-parents qui s'en vont. Oui, puis elle a commencé à développer, elle a une dyspraxie sévère verbale, donc beaucoup de difficultés à s'exprimer. Donc, elle s'est mise à se frotter un œil très, très fort, puis des gestes d'automutilation. Elle a failli perdre un œil. On a été catastrophés. En tout cas, toujours est-il que quand même, on a réussi à trouver ophtalmologiste et tout ça. Mais ça a été beaucoup de stress pendant cette période-là. Puis surtout de se dire comment on peut faire qu'une jeune fille qui a de la difficulté à exprimer puis qui vit plein de choses à l'intérieur, mais c'est comme si elle était coffrée parce qu'elle a beaucoup de difficultés à s'exprimer. Comment l'aider à passer à travers ce deuil-là? Et à nous envoyer des signes. Là. Quand quelqu'un s'automutile, c'est parce qu'il envoie des signes. Là, puis il faut trouver une façon. N'importe qui, puis elle a de la misère à s'exprimer verbalement. Fait que c'est à puissance 1000. C'est ça. Puis comment je fais, moi, qui a toujours été quand même assez capable de décoder les choses, parce que ça demande une hyper-vigilance. Hein? Quand on a un enfant comme ça, n'importe quel enfant. C'est d'autres défis. Hein. Oui. J'ai 2 enfants typiques, là, mais c'est d'autres défis. Mais c'est une hyper-vigilance de dire, est-ce qu'elle recommence à être malade? Est-ce qu'elle a mal à quelque part? Elle a mal à l'âme? Comment je peux faire pour l'aider là-dedans sans non plus lui amener, moi, ma propre souffrance? Oui. Puis, vous avez fait une demande, hein? J'ai essayé d'aller chercher. J'avais besoin d'une ressource qui connaissait ça, du réseau. Bien, on est en demande. On a fait une demande en juillet 2020, puis on attend encore. Donc, il n'y en a pas. Ça va faire 2 ans, là, quasiment, là, que donc, vous attendez. Alors, c'est sûr que, elle va mieux. On a trouvé des solutions dans nos vies, tout ça.
pour qu'elle aille mieux. Vous avez été chercher de l'aide dans le privé, j'imagine, donc Ben, que vous avez payé. Mais même dans le privé, les psychologues travaillent avec une personne à peu près non-verbale qui a une déficience intellectuelle. Bonne chance pour la trouver. Hein? Ah oui, hein? C'est rarissime. Puis les ressources en déficience intellectuelle dans les dernières années, malheureusement, l'expertise s'est beaucoup perdue. Donc, c'est pas développé davantage, ça s'est perdu, ça a régressé. Ça s'est perdu. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté le réseau, qui étaient des experts dans le domaine. Et c'est pas la saveur du mois, la déficience intellectuelle. Hein. Mais vous dites même avant la pandémie, il y avait des manques. Ah, totalement. Fait que c'est sûr que l'augmentation a été fulgurante pendant la pandémie, mais même avant ça, il y avait des grands manques. Ah oui, puis il y a beaucoup de parents dont les dossiers ont été fermés et les parents se retrouvent... Moi, je l'ai souvent dit, ça fait pas l'affaire des décideurs, qu'on a abandonné les familles. Et moi, je trouve ça formidable qu'on puisse parler de la proche aidance, justement, en déficience intellectuelle, parce que je ne sous-estime pas du tout la proche aidance des personnes âgées, parce que je l'ai vécu avec mes propres parents, je les ai soutenus et tout ça. Mais ça a une certaine durée dans le temps. Alors qu'en déficience intellectuelle, c'est un marathon. C'est long et ça va durer longtemps. Et puis, toute la vie. Oui, puis qu'est-ce qui va arriver quand moi et mon conjoint, on ne sera plus là? Et c'est sûr que ça a une incidence sur la fratrie. On commence à en discuter avec eux. Tout le monde écope de ça. Oui, puis tout le monde veut qu'elle soit bien, le mieux possible. Et comment... elles sont où les ressources en qui on peut faire confiance pour confier notre rivière de diamants? Parce qu'on ne confie pas notre rivière de diamants à n'importe qui. Donc, c'est... comment appréhender, comment voir le futur de manière positive. Et je vous pose la question, comment est-ce que vous réussissez? Ou est-ce que vous voyez un futur positif où vous êtes vraiment confronté à une réalité qui fait, on fait quoi avec ça? C'est sûr que nous, quand je dis nous, c'est moi et mon conjoint, on a toujours le même réflexe, on va s'impliquer. On va s'impliquer, là, on était très impliqués avec le réseau des Arches. On va s'impliquer pour connaître un peu c'est la même chose, on faisait ça à la garderie, on faisait ça à l'école, pour connaître les milieux. En s'impliquant qu'on fait bouger les choses, parce qu'on a une présence... C'est ça, puis et moi, je souhaite que Marie reste pas avec nous éternellement. C'est pas parce que je l'aime pas, soyons... Pour elle a besoin de vivre ça, elle est quand même consciente de ça. Oui. C'est pas parce qu'elle a une trisomie à différents degrés, là, mais... Ça commence, parce que mon fils, qui a 23 ans, il a quitté le nid familial en octobre dernier. Et là, elle peut voir que, mon frère... C'est le cours de la vie. Il est en appartement. Donc, là, elle va chez son frère. Donc, tranquillement, parce que, contrairement à un autre enfant, quand on a un enfant handicapé comme Marie, on est obligé de pousser l'oisillon en dehors du nid. Mm-hmm. Alors que mon fils, j'ai pas eu besoin de le pousser. Là. Il avait juste hâte, lui. Il a fait tout seul. Oui, c'est ça. Alors que ça prend beaucoup de courage, puis de se parler, parce que comme parents, on se dit, mon Dieu, je vais regarder, je vais m'acheter une grande coupe de verre, là, puis je vais la mettre dessus. Puis, mais non, ça, je sais pas lui rendre service. Ben non, c'est pas ça qu'on veut pour notre enfant. Mais tant mieux, parce qu'il y a des parents qui vont faire ça, malheureusement. Oui, mais il faut se parler. C'est ça. Il faut se parler, puis il faut aller contre... C'est contre nature, des fois. Juste les tout débuts, je l'envoyais dans des camps, là, je me rappelle, elle avait 12 ans, puis quelle idée que j'ai eue, là. Puis, juste avant de l'envoyer, de la C'était pas une bonne idée. Non, je me disais, quelle idée que j'ai eue, mais elle était tellement contente. Ah, ben ça, quand elle revenait habillée tout croche, mais heureuse de, enfin, pas maman sur le dos. Mais ça, je pense que ça, c'est tous les parents qu'on a un enfant trisomique ou pas, là, hein, c'est de l'attachement. Oui, mais c'est multiplié par 100. Oui, mais puis 1000, je dirais. Puis en même temps, j'imagine comme parent avec un enfant avec des besoins particuliers, puis oui, handicapé, il y a aussi tout le syndrome de « il y a juste moi qui peux s'en occuper comme il faut, il y a juste moi qui est bien, il y a juste moi qui sais ce qu'elle a besoin, il y a juste moi... » Il y a tout ça aussi là-dedans, mais vous avez quand même, c'est extraordinaire, vous aviez quand même la lucidité de dire « oui, moi je sais tout ce que je lui apporte, mais pour elle a besoin d'aller voir, puis être avec des gens en qui on peut avoir confiance, donc... Ouais. C'est comme ça qu'elle grandit. Je vous dirais que je dois rendre hommage à mon conjoint pour ça.
Parce que je pense que ils sont extraordinaires, les papas, des fois, pour nous. Il me dit toujours, mon rôle, c'est de te séparer un peu, là. C'est tellement vrai. Puis, on est deux là-dedans. En tout cas, moi, je suis chanceuse. Puis, mon couple a résisté à ça parce qu'il y a beaucoup de couples. Je voulais vous poser la question. Ouais, déjà que votre couple a survécu à ça. Oui, puis on s'aime beaucoup. C'est extraordinaire. Ça va faire 36 ans qu'on est ensemble. On s'est connus au cégep. Donc, ça, c'est une chance. Je remercierai jamais assez la vie là, de pouvoir... Parce qu'on est vraiment... C'est un travail d'équipe, puis on s'entraide beaucoup. Mais comment on réussit ça, Annick? Moi, je pense à des parents qui nous écoutent, là, qui vivent avec un enfant, peut-être nouveau-né, là, hein, ça te frappe d'en face, là, la bombe, elle vient de tomber. Là, vous êtes plus vieille, vous avez évolué, votre fille a 26 ans, mais ça serait quoi les clés de base importantes dans un couple là, pour faire équipe, pour garder en avant, regarder dans la même direction, alors qu'il y en a que tout devient dysfonctionnel, chacun dans sa tête, chacun dans son cœur. Comment on réussit à faire ça? Moi, je pense que l'ingrédient premier, c'est d'avoir des valeurs communes. C'est la base de tout. Hein? Oui, c'est d'avoir des valeurs communes et d'écouter, d'essayer d'écouter le plus possible. Nous, on a eu des moments où moi, j'allais moins bien. Bien là, c'est Jean qui prenait le relais ou inversement. C'est sûr qu'on a eu besoin, on a eu des ajustements. On ne peut pas passer toutes ces années-là sans... La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais êtes-vous allé chercher de l'aide? Avez-vous réussi à les consulter, de faire « Gars, moi, j'y arrive pas, là, lui, Oui, bien, moi, c'est sûr que je considère que j'avais plus de... à quelque part, besoin d'aide. Je suis allée chercher, moi, assez rapidement de l'aide de manière générale par rapport à la vie en général. Oui. Mon conjoint a une capacité d'écoute assez exceptionnelle. Lui est étudiant en psychologie. Il a ça un peu dans les fibres. Lui aussi est allé chercher de l'aide aux besoins. Il n'y a pas de miracle là-dedans. Hein. C'est vraiment... je pense qu'on s'aime beaucoup à la base, puis on a des valeurs communes, puis on a décidé que c'est ensemble qu'on a fait ces 3 enfants-là. Puis sur certaines choses, l'adolescence de nos 2 autres nous ont éprouvé quand même pas mal aussi. Oui, c'est ça, on ne parle pas des 2 autres. On parle de Marie, mais les 2 autres, là, ils ont 19, 21, c'est 23 et 19 ans. Là. Ça a-tu été pas pire? Mon fils, quand il a eu 18 ans, il a eu beaucoup de 18 ans, puis ma fille aussi a 18 ans, fait qu'on a eu des bouts pas simples, puis parfois, je me disais, l'un dans l'autre, je ne sais pas c'est quoi qui est le plus difficile. Tu sais, quand tu n'as pas de nouvelles, puis que tu ne sais pas. Puis, mais tu sais, même pour eux autres, Annick, j'imagine, vos enfants, là, ils ont quand même, puis je dis ça en tout respect, puis c'est ça la vie, là, mais ils ont écopé, j'imagine, de Marie là, par rapport à certaines choses, ou ils ont dû s'adapter, eux, beaucoup dans leur vie par rapport à Marie. Puis, et j'imagine est-ce que dans l'adolescence, ils ont vécu ça difficilement, d'être un peu difficile, parce que vous aviez déjà Marie. Ça a-tu créé ça dans les... Je ne sais pas si c'est dû à Marie. Peut-être, oui. Ils ont peut-être dû travailler un petit peu plus fort pour avoir de l'attention. En même temps, je considère qu'ils en ont eu quand même beaucoup à leur façon. Mais c'est sûr que leur niveau d'acceptation de la vie avec leur sœur a fluctué avec les années. C'est sûr, quand ils étaient jeunes, ils voyaient moins la différence. Puis ils sont allés à la même école. J'ai eu une année où les 3 étaient à la même école. Mon fils a toujours été le défenseur de sa sœur. Et bon, c'est sûr, quand il est arrivé au secondaire puis qu'il amenait des copains à l'école, à la maison, qui ne connaissaient pas Marie, moi, je l'équipais. Je lui disais, est-ce que tu as besoin de moi pour présenter ta sœur? Puis il disait, non, maman, je suis capable. Là. Puis il disait, ma sœur, là, est différente, mais bien cool, vous allez voir. Ça finissait. C'était aussi simple. Fait que j'ai essayé de les équiper un peu, mais c'est sûr, puis je ne connaîtrai pas toutes non plus, puis ils ne veulent pas nécessairement m'en parler. Non. Mais je sais qu'eux-mêmes vont consulter. Parce que ça, on leur a dit, si vous avez besoin d'en parler à des personnes autres, mais je sais très bien qu'ils ne veulent pas nécessairement parler à leurs parents parce qu'ils savent que ça peut nous Ils ne veulent blesser. pas vous faire de la peine. C'est justement. Oui.
Mais ça, je pense qu'on a laissé la porte ouverte. Mais ma petite dernière, je me rappellerai toujours en maternelle qui m'arrive, puis elle avait reçu une méritage de la tolérance. Puis elle a dit, maman, c'est quoi la tolérance? J'ai dit, tu le fais, puis tu le sais pas. C'est ça. Ça fait longtemps que tu te pratiques. C'est ça. Donc, c'est sûr que je pense que ça fait des humains avec une belle sensibilité, ouais, bien sûr. mais qui doivent faire quand même attention. Puis j'ai toujours essayé, mais j'ai sûrement fait des erreurs. La réalité de la vie, bien sûr. Ça, on est toutes là-dedans en même temps. Oui. Annick, en terminant, on parle, pour ce dernier épisode-là, du futur de la proche aidance. Vous êtes la proche aidante de votre fille. Elle a 26 ans aujourd'hui. Le futur de Marie, c'est quoi? Vous l'envisagez comment? Ben moi, je rêve qu'elle puisse aller, qu'on puisse trouver un lieu intéressant pour elle, où elle puisse s'épanouir, où on va se sentir en confiance également. Je souhaite ardemment qu'elle puisse rencontrer un amoureux. Ben oui. J'aimerais tellement ça. C'est vraiment mon souhait le plus cher. Et qu'elle soit en santé le plus longtemps possible et qu'on puisse... sans non plus, j'ai jamais voulu que ça soit un fardeau pour son frère et sa sœur. Ouais. Mais je le sais, ils me l'ont déjà dit, ils ne laisseront jamais leur sœur sans ressources. Donc, qu'on continue à être une famille tissée, serrée, même si parfois, des fois, je veux dire, on n'est pas parfait. Là. On est des humains. C'est pas un roman, là. Mais qu'elle puisse trouver... s'épanouir. S'épanouir, puis qu'elle soit continue à être bien. Puis, à grandir. Oui, puis que la vie, elle est belle malgré bien les embûches. Puis c'est ce que j'ai toujours essayé d'insuffler à ma famille. Puis même si parfois, moi-même, je me sentais un petit peu... écroulée. Ah, mon Dieu, oui, il faut être solide, il faut être fort. Puis quand vous regardez notre système de santé, nos dirigeants, ce sera le mot de la fin, là. Est-ce que vous êtes optimiste? Je suis pas très optimiste, dans le sens que c'est sûr que la pandémie, ça a été un révélateur, encore ce que j'ai dit tantôt, là. Mais et ça va avoir coûté très cher. Puis malheureusement, le soutien aux personnes handicapées, c'est jamais une priorité. Les personnes handicapées, très peu votent. Mais comme j'ai toujours dit, les parents votent, par exemple. Mais une société qui se veut civilisée, c'est une société qui s'occupe des plus vulnérables. Les plus vulnérables, bien, c'est aussi les personnes handicapées. Et les personnes qui ont une déficience intellectuelle, non, c'est pas la saveur du mois, mais elles ont besoin de soutien. Et c'est pas un soutien nécessairement médical, c'est un soutien social. Ouais. Et on a sabré dans les services sociaux, malheureusement, au profit du médical, que je dénigre pas, là, il est important, mais tout ce qui est services sociaux, on l'a vu avec la DPJ, avec tous les problèmes de santé mentale, bien, les personnes qui ont une déficience intellectuelle, bien, elles ont besoin d'être accompagnées. Puis, des fois, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est un soutien constant. Puis, on ne guérit pas de la déficience intellectuelle. Donc, on ne peut pas penser en épisode de service. C'est un état permanent, là. C'est ça, c'est pas une appendicite, là. Non. Donc, on a besoin de soutien en continu et pas non pas juste en épisode pour pouvoir rentrer ça dans un indicateur Puis c'est sûr que, tu sais, les familles sont déjà débordées, mais il n'empêche que si on s'implique en étant présent, en voulant créer des services, en étant là pour des levées de fonds de services, c'est comme ça aussi. La société a un rôle à jouer aussi. Oui, puis le public a un rôle à jouer. Puis c'est sûr que comme proche aidant, je suis totalement d'accord qu'on soutienne les proches aidants, mais il ne faut pas qu'on n'a pas à faire un rôle on ne doit pas jouer un rôle qu'on ne devrait pas jouer. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne peut pas porter tous les chapeaux. On ne peut pas porter tous les chapeaux. C'est ça. On ne peut pas toujours pallier. Alors moi, comme je dis toujours, si vous voulez m'aider, là, bien, arrangez-vous pour avoir des services adéquats pour ma fille, puis qu'elle puisse avoir des activités intéressantes, qu'elle puisse continuer à travailler pour éventuellement peut-être même travailler. Qui a dit un jour qu'elle ne pourrait jamais travailler? Ben non, mais il y en a qui travaillent, bien sûr, mais tout ça se prépare. Sauf que le réseau, il n'est pas fait pour ça. Ouais, et moi, on m'a dit, si vous voulez qu'elle ait un stage, Mme Larose, bien, trouvez-vous-le. Donc, parce qu'il n'y en a plus de ressources, parce qu'on a délesté, parce qu'on on a enlevé cette... comment je peux dire? Même les gens qui travaillent en déficience intellectuelle, c'est difficile pour ces personnes-là parce qu'elles ne sont pas valorisées au sein même du réseau. Parce que nous-mêmes, comme parents, on ne se sent pas valorisés parce qu'on a un enfant handicapé. Donc, les personnes handicapées, elles ont droit à leur place, puis pour
leur donner une place, il faut leur donner une importance. Et elles en ont une importance et une valeur. Merci infiniment, Annick Larose. Merci. Beaucoup de matière à réflexion, je pense, pour tout le monde puis nos décideurs. Merci. Bonne route avec votre belle-mari et vos enfants et votre conjoint. Il y a beaucoup d'espoir à travers votre histoire. C'est précieux. Merci. Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Un grand merci à Jean-Sébastien Gérard et Annick Larose pour leur témoignage et cette fenêtre ouverte, en fait, sur leur quotidien d'aidant. Ces partages, on le sait, nous permettent de nous reconnaître dans leurs expériences à la fois uniques. Chaque expérience est unique et universelle. Alors, merci. J'ai hâte que vous écoutiez le prochain épisode dans lequel je reçois notamment l'exceptionnelle, la seule et unique Jeannette Bertrand. C'est vraiment un moment unique. Merci et à bientôt sur le balado des proches aidants.